Jacques Roberti, Maison de société, chose vue, édition Artem Fayard et compagnie, Paris, 1927. Premier chapitre, le guide rose ou le bilan de nos joies. Les honnêtes bottins ne contenant pas les adresses des lupanards officiels, un certain monsieur Poggial eut l'ingénieuse idée en 1892 d'éditer l'annuaire des maisons de tolérance. C'était une petite brochure de 84 pages dont la couverture bleue s'ornait de ce titre charmant. Annuaire Rerum, indicateur des adresses des maisons de société, dites de tolérance, de France, d'Algérie et Tunisie, et des principales villes de Suisse, Belgique, Hollande et Espagne. Année 1892-93, prix 5 francs 50, éditeur J. Poggial, 22 rue Milton, Paris. Maison de société. J. Poggial, qui fit la fortune de cet euphémisme, a le droit à l'éternelle reconnaissance des commerçants de nos rues chaudes. Tant de termes vulgaires et bas discréditaient leur négoce qu'ils furent fiers de proclamer « Nous tenons des maisons de société ». Ces mots bénins n'évoquent-ils pas de blanches demeures ornées de frais jardins où, sous les tonnelles arrondis, les chansons et les vers s'entrechoquent? Maison de société. Familiales soirées égayées par les grasses plaisanteries des commis voyageurs, monologues grivois, sauteries. Au reste, la plupart de nos romanciers n'ont-ils pas, de concert avec J. Poggial, paré la maison close de couleurs de pastel? Dernier salon où l'on cause encore à minuit, dans la ville endormie. Filles gavées de bonne chair, dorlotées, choyées par le brave patron et la douce patronne. Et comme ces attendrissants tableaux sont véridiques, mon ami, monsieur Léon, maître et seigneur du Grand 5 de la rue des Trois Têtes à Mâcon, me confiait, un matin que je l'accompagnais au marché, « Moi, je les nourris bien, je ne regarde pas à la dépense. » Et il entrait à la boucherie chevaline. 6 beefsteaks, pas trop gros et dans le faux filet. Puis, chez le boucher cossu qui, à ses crocs suspend les bœufs et les moutons égorgés, il commandait un épais et large beefsteak de filet. Celui-là était pour lui. Qu'importe donc que la maison de joie, la maison hospitalière, la maison de société, ne soit au fond d'une ruelle diffamée qu'une masure à la porte bardée de fer, aux volets rivés par des chaînes de galériens. Il serait malséant et contraire aux traditions d'une race spirituelle et sans mélancolie d'imaginer que se jouent entre ces murailles d'obscures tragédies. L'administrateur intègre, monsieur le maire ou monsieur le préfet, qui l'a doté d'une sorte de charte et a fait de ses tenanciers des prébendiers de l'État, peut dormir la conscience tranquille. Le distingué maître de la maison officielle de la République, c'est le titre dont le journaliste, dans une grande ville du centre, honorait le préfet, me disait dans son bureau d'or et d'acajou « Que diable, nous ne sommes pas en Russie, il n'y a pas de Maslova dans nos... » Ces sereines paroles tombées d'une bouche gouvernementale nous rassurent. Elles confirment avec éclat la thèse de J. Poggial. Les maisons publiques, en France, sont des maisons de société. Je m'efforcerai donc d'adapter le mode badin qui convient au sujet dont j'entrepris l'étude, et de garder, tout au long, l'aimable scepticisme des épicuriens du café du commerce. J'emploierai les termes consacrés, Madame Tellier, Monsieur Philibert, les maisons d'illusion, les bonnes filles. Et si une soudaine mélancolie m'incite à transposer le ton de mon récit, le lecteur voudra bien me pardonner mes fautes de goût et mes erreurs sentimentales. Tout au moins, il m'accordera des circonstances atténuantes quand il saura que je n'ai imaginé aucune des histoires racontées dans ce livre. Elles sont toutes vraies, d'une absolue vérité. Et qu'on ne me dise pas que j'ai cherché à déguiser les noms de mes héros comiques, infâmes ou douloureux. Ils ont perdu leur nom. Ils sont retournés aux âges primitifs, où l'état civil n'étant pas inventé, les sobriquets servaient à différencier les individus. De même qu'on disait Pierre le Rouge ou Jean le Bègue, on dit aujourd'hui le Rabouin, Henri les Yeux Bleus et Georges l'Incendié. M'étant excusé auprès de mes lecteurs, je n'aurais point le même scrupule envers les tricolores écharpes qui craignent les vertueuses poitrines de nos mères, les bicornes argentées qui coiffent les têtes géniales de nos préfets, les bourgmestres et chambellans qui tolèrent les maisons closes devront bien tolérer mes récits. Comme les précurseurs, J. Poggial fut persécuté. La préfecture de police lui interdit d'exposer son annuaire dans les kiosques à journaux aux devantures des libraires. Puis il fut imité, plagié. Le guide Gervais, l'annuel Coroën virent le jour. Mais en 1922, le guide rose, luxueusement édité par l'Office général du commerce, triompha de tous ses rivaux et devint l'annuaire officiel. Ce guide des voluptés vénales est relié en chagrin. Faut-il voir là un mystique avertissement ou le désir de faire riche? Sur la fausse couverture, un amour enguirlandé de roses pompons soulève un rideau de pourpre. Soulevons à notre tour le rideau, ou plutôt la première page. La préface est dédiée à messieurs les propriétaires. Sous une présentation pratique et soignée,
annonce la direction du Guide Rose, nous avons cherché à réunir dans cet indicateur que nous considérons comme votre annuaire tous les renseignements pouvant vous être utiles pour l'exploitation de vos établissements. Vous y trouverez, en dehors, la liste des salons et maisons de société, établie avec le plus grand souci d'exactitude, une notice rédigée spécialement à votre usage par notre service juridique. La page est rose. La liste, le palmarès pourrait-on dire, comprend plus de 100 pages. Paris, comme il sied, trône à la place d'honneur. Les lustres de 203 salons de rendez-vous, les girandoles de 28 maisons de société lui font mériter, à bon droit, le nom de Ville-Lumière. Mais si le 9e arrondissement, privilégié entre tous, est fleuronné de 57 salons, le 7e, le 12e et le 20e sont totalement déshérités. Nous attirons l'attention de nos édiles sur ces regrettables lacunes. La province, à première vue, paraît heureuse. Sans doute, ça et là, un sinistre néant, soulignant le nom d'une cité inclémente, nous indique que Pithiviers, Saint-Claude, Yvetot, Brioude sont en dehors de toute civilisation. Mais ces honteuses exceptions confirment une règle à la fois glorieuse et salutaire. Dès que 5000 âmes sont agglomérées au bord d'un fleuve ou au pied d'un coteau français, leur idéal s'affirme dans la fondation d'un établissement philibert. Toutefois, il nous faut réfréner notre enthousiasme. Si nous confrontons le Guide Rose 1925 avec son ancêtre, l'annuaire Rerum 1892, quelle amère déception! En l'espace de 24 années, que de faillites! Rue Haute des Sept Saints à Brest, jadis si galamment renommée, vos volets sont ouverts. Et vous, à Nîmes, jolie rue au nom de Bergerie, rue Florian, rue de la Treille et du Cerisier, les idylles patentées ne fleurissent plus derrière vos persiennes. Faillite à Orléans, faillite à Nevers et à Meaux, à Saint-Étienne et à Béziers, la France s'appauvrit. Et puis, constatation plus navrante encore, l'esprit de caste, le légitime orgueil du boutiquier transmettant à son fils ou à sa fille la maison qu'il a rendue prospère, tout ce qui fait la force et la vertu de la famille bourgeoise s'effrite, de jour en jour, misérablement. Dans l'annuaire Rerum, les matrones assermentées, ainsi que leurs dignes époux, proclamaient fièrement du nord au sud, de l'est à l'ouest, leur nom patronymique. Adélaïde Banfrezois, qui teniez le Grand Cinq à Béziers, veuve bien dînée, qui faisiez les belles nuits de Beauvais, Miette dévouée, qui, de votre lanterne rouge, éclairiez la rue des Peigneurs à Clermont-Ferrand, et vous, bourrichon Joseph, qui mainteniez à Lyon les traditions hospitalières que vous avez léguées vos ancêtres, qu'êtes-vous devenus? Vos indignes successeurs ne mentionnent que leurs prénoms. Ces enfants dégénérés d'une forte race n'ont plus le sens de l'honneur, et leur profession ne leur semble plus, comme autrefois, la plus noble de toutes. Aussi, nous devons nous incliner avec respect devant les courageux citoyens qui brandissent encore haut et de droit le drapeau de la corporation. Gloire à Moonviller, à Georges Le Chalup, à Auchemaille et Perroton, qui inscrivent fièrement leur nom au fronton de leur temple. Salut à toi, modeste Rapoport, qui, rue de la Gabelle aux Andelys, te dévoue à la chose publique. Mais le patron du Grand Cinq, de la rue des Trois Têtes, auquel je confiais ces amères pensées, voulut bien me répondre. Tu n'y entends rien. Tu nous considères comme des dégénérés parce que nous nous adaptons aux exigences de la publicité moderne. Ton tailleur sur sa boutique écrit bien Henri, et ton bistrot Paul's Bar. On fait comme eux. Et puis, on ne pousse pas les hauts cris pour quelques maisons supprimées. Notre corporation est plus puissante que jamais. Quand tu nous connaîtras mieux, tu pourras t'en rendre compte. Autre signe des temps, nouvelles exigences de cette publicité moderne qu'invoquait le patron de la rue des Trois Têtes. L'annuaire Rerum indiquait sobrement les gros numéros, alors que le Guide Rose resplendit d'enseignes. Chaque maison a maintenant ses armoiries, son blason, ses panonceaux. Que de palais de cristal, de villas des roses, de clairs de lune et de rêves d'or. Le petit soleil illumine les nuits tourangelles, et à Saint-Denis, non loin de la basilique où dorment les rois de France, Madame Napoléon, dans la rue Ernest Renan, offre à ses visiteurs une corbeille fleurie. Au Havre, le domino double 4 est l'enseigne des jeux de l'amour et du hasard. La civilisation, notons-le avec joie, continue d'épandre ses bienfaits dans nos colonies. À Oran, rue Montabor, une dame Antinéa dirige le Grand 7, maison honnête. Yvonne et Georgette, rue Raffenel, à Dakar, administrent le Clou et l'Excelsior. Casablanca, Fès et Rabat ont enfin leur maison. Citeria, les belles Almées, l'Espagnol. On ne saurait trop louer cette pénétration pacifique. De nombreuses réclames émaillent les pages du Guide Rose. Pianos automatiques, articles d'hygiène, vins de champagne, des habillés galants. Un architecte affirme, à la page 151, qu'il est spécialisé dans la construction et l'installation des salons de rendez-vous et des maisons de société. Il se targue de nombreuses références. Un commerçant de Saumur offre aux matrones, en même temps que son mousseux rouge, son chasselas royal et son château d'Anjou, un vin de Metz garantie liturgique. Mais, pour le Guide Rose,
la volupté n'a pas de frontières. Sur d'autres océans où la splendeur éclate, il nous convie à voguer. Les salons de rendez-vous et les maisons de société parent, comme de luxuriantes fleurs des tropiques, Buenos Aires, Rio de Janeiro, La Havane. Pour l'instant, modérons notre humeur vagabonde, restons chez nous et dressons le bilan de nos joies. L'annuaire Rerum, en 1892, dénombrait 892 maisons de société dans nos provinces françaises, et s'attristait de n'en compter que 59 à Paris. J. Poggial, censeur des mœurs, remarquait à ce propos. Il existait à Paris en 1810 180 maisons de tolérance. Il n'en existe plus, en 1892, que 59. Ce recensement est très instructif si on le rapproche de l'accroissement des brasseries de femmes. En 1873, il existait à Paris 40 brasseries, desservies par 125 filles. En 1888, 203 brasseries, desservies par 1100 filles. Les comptables du Guide Rose, en 1925, établirent cette statistique. 762 maisons de société en province, 28 à Paris. Mais la capitale est aujourd'hui dotée de 203 maisons de rendez-vous. La prostitution a ses rythmes, les brasseries de femmes ont disparu, et les maisons de rendez-vous se sont multipliées. Maisons de rendez-vous. C'est à la préfecture de police que revient l'honneur d'avoir consacré dans des actes officiels ce terme galant qui s'accorde bien avec « maison de société ». À celle-ci la sainte et grosse gaieté des commis voyageurs et des troupiers, aux autres le charme et le mystère d'amoureuses entrevues. Monsieur le préfet Lépine, qui, au dire du Guide Rose, a favorisé les maisons de rendez-vous au détriment des maisons de société, devait avoir un cœur sensible, épris des confidences et des baisers échangés dans l'ombre. Les plaisirs délicats de ces rendez-vous clandestins, il a su les nuancer avec art dans un ordre de service. Les patronnes de ces maisons ne devront employer que des filles en carte ou, à défaut, des femmes visitées par les médecins agréés par la préfecture de police. Il leur sera défendu de recevoir des femmes en dehors de celles mises à la disposition des clients. Les filles ne pourront loger à demeure que dans les maisons occupées en totalité par la tenancière tolérée. Les aimables directeurs du Guide Rose écrivirent pourtant, en tête d'un petit chapitre intitulé « Considération générale », la prostitution n'a pas toujours été entourée du discrédit qui s'attache à l'heure actuelle à tout ce qui s'y rapporte. Dans l'Antiquité notamment, en Grèce, elle était entourée de considération. Plainte trop amère. Chaque année, au 1er janvier, le Guide Rose est expédié dans une petite boîte de carton aux 993 matrones tolérées de France. On n'arrive pas à 1000, mais le chiffre est coquet. 993. Que de roses horizons dans notre ciel. Une lettre charmante est jointe à cet envoi. Madame, nous avons le plaisir de vous adresser avec nos meilleurs vœux pour votre maison un exemplaire de notre nouveau Guide Rose. Ces vœux de bonne année se réalisent presque toujours. Les matrones et leurs époux s'enrichissent. La fortune qu'ils amassent leur procure estime et bonne renommée. La honte et le mépris sont la solde de l'armée qu'ils commandent. Lamentable troupeau de filles, frisées et enrubannées comme les brebis des boîtes à joujoux, et qui bêlent leur chant monotone dans les abattoirs de l'amour. Végétant au sein de la pauvreté, la prostitution est une tare inexpiable, mais elle sert de pavois et de piédestal aux hommes forts, aux femmes adroites qui savent l'industrialiser. Aussi, quand ils auront vendu leur maison de société, les maîtres des palais de cristal, des rêves d'or et des clairs de lune seront, comme dans la cité antique, entourés de considération. Les vieilles matrones aux cheveux trop noirs ou trop blonds, aux bijoux indiscrets, et leurs maris gras et pacifiques vivront dans de coquettes villas. Ils seront charitables avec modération et bien pensants. Ce sont des commerçants retirés des affaires, dira-t-on, et on les saluera. Fin du premier chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et je vous invite, s'il vous a plu, à le soutenir en vous rendant sur la page Tipeee dont le lien est en description ou en le partageant autour de vous. À bientôt pour le prochain chapitre qui portera sur les maîtresses de maison.